On est aujourd'hui ici pour parler de l'eau. C'est un sujet qui est tout à la fois vaste et on peut parler de beaucoup de choses. Et je vous propose de un peu axer le débat sur le houblon et sur les quelque chose qu'il y a à dire là-dessus. C'est une réflexion qui vient de plusieurs échanges avec les brasseurs et sur certaines questions. Il y a encore beaucoup de questions sans réponse et je pense que dans nos échanges qui vont suivre, il y aura certainement beaucoup de questions auxquelles répondre et peut-être dans le futur débloquer plus de dialogues, plus de questions autour de l'eau et son impact sur évidemment enfin le houblon et l'eau, l'impact qu'il y aura dans le brassage et évidemment aussi des ouvertures sur d'autres matières. On sera également rejoint par Yaya Chaban des Maltiers tout à l'heure pour la phase de questions. Dans cette présentation, on ne va pas réinventer les choses, on va surtout s'atteler à rester sur les fondamentaux au départ. On remercie d'ailleurs Brasseurs de France qui a bien relayé l'information et qui fait qu'on est si nombreux. Et je remercie donc Élise que vous pouvez contacter pour toute question sur Brasseurs de France avec les liens qu'il y a ici. Et avec aussi un travail des syndicats qui sont faits sur la brasserie et qui c'est pas inintéressant. Et évidemment, la conférence sera disponible plus tard et la présentation avec ces informations seront également Bonjour. disponibles. Si on pouvait avancer maintenant, ça serait sympa. On a Merci bien beaucoup. compris, merci Sylvain. On rappelle, je vais rappeler quelques éléments clés et quelques définitions sur l'eau, ainsi que le rapport qu'il y a avec ces styles de bière et identifier évidemment les parties prenantes dans l'eau. Sur l'eau, c'est évidemment l'essentiel de votre produit bière. Une eau dure, c'est une eau qui est chargée, qui va contenir beaucoup de calcium, de magnésium. Ici, c'est exprimé en degrés français. Le degré français, ça comporte une unité comporte soit 4 mg de calcium, soit 2,4 g de Et magnésium. Chabin, bonjour. Et sur cette échelle, on voit qu'il y a évidemment des eaux très différentes et qu'on récupère du réseau. On va également pour le pH, ce qui veut dire le potentiel d'hydrogène, qui peut être mesuré soit avec un pH mètre électronique ou non électronique ou avec des bandelettes. C'est des choses qui sont assez facilement. Il va avoir toute l'importance dans votre brassage. À température au-delà de 60 degrés, on va essayer de viser un pH entre 5,1 et 5,5 qui correspond donc à un milieu relativement acide. On a également, on parlera aussi un peu d'alcalinité avec le CaCO3 qui permet notamment de stabiliser le pH tout au long du brassage, donc de l'empâtage, rinçage et ébullition, pour éviter que le pH connaisse des pics ou des chutes durant le processus assez importantes. Et ça, c'est aussi assez clé là-dedans. On a différents styles de bière auxquels on va pouvoir on va avoir des eaux qui s'y prêtent plus que d'autres entre guillemets. C'est à la fois une construction empirique des brasseurs et des observations qui ont été faites avec le temps.
Et là, vous avez donc trois grands styles identifiés, où le houblon joue plus ou moins a plus ou moins d'importance. Évidemment, dans la pile, c'est déterminant comme dans l'IPA. Et puis, j'ai pris l'exemple d'un porteur ou d'un stout qui est une bière foncée qui va utiliser des maltes qui vont acidifier l'eau et donc faire chuter votre pH. Et selon la composition de l'eau, évidemment, ça a son importance. On parle du pH à 5, entre 5,1 et 5,5. Lors du rinçage, on va s'arrêter justement notamment à un rinçage à 5,8 de pH. Donc, ça vaut le coup de temps en temps de le tester. Pourquoi 5,8? Parce qu'on considère qu'une eau qui est encore plus alcaline, donc qui va tendre vers 14 plutôt que 0, au-delà des 5,8, vous allez dénaturer beaucoup les arômes et vous allez en plus, avec le houblon, développer des arômes plutôt âpres et plutôt durs. A contrario, un pH trop faible, en dessous de 5,1, vous allez déjà pas travailler normalement avec les maltes, mais surtout, plus le pH est faible, moins l'extraction des résines et des huiles essentielles du houblon vont pouvoir s'exprimer. Donc c'est un vrai équilibre à trouver là-dessus. On a d'ailleurs un super travail d'extraction de résine à un pH autour de 9, ce que vous ne croisez jamais lors du brassage. Mais c'est pas cohérent évidemment avec votre processus de maltage. Donc on peut toujours réfléchir à ça, surtout qu'un pH très élevé, vous allez tirer pas mal de tanins, de polyphénols qui sont contenus dans le houblon, qui peuvent avoir leurs usages, mais c'est assez compliqué à pouvoir gérer gustativement après derrière. On remarque donc ici que vous avez différentes amertumes, vous avez différentes teneurs préconisées sur les éléments. On a du calcium, c'est votre quatrième colonne, du calcium, on a également SO4 ici, et c'est des sulfates et des chlorides. On a d'autres intervenants là-dedans, mais c'est surtout ces quatre éléments, calcium, CaCO3, SO4 et Cl qui vont être déterminants dans l'expression que va avoir le houblon dans la bière, pour différentes raisons qu'on va voir juste après. Il y a également l'alcalinité résiduelle qui va être importante dans votre eau, et d'autant plus avec le houblon, notamment parce que une alcalinité résiduelle importante en fin de brassage, vous allez accentuer le trouble qu'il va y avoir dans la bière, et en plus vous allez perdre en stabilité colloïdale derrière. Donc il y a des bonnes pratiques, on va dire, des bons indicateurs à avoir lorsque vous rencontrez un problème sur une bière ou que vous n'arrivez pas tout à fait au goût que vous souhaitez. Il y a ces choses-là à regarder, à prélever, à faire analyser. C'est des choses qui sont aussi démocratisées de plus en plus aujourd'hui. Donc, vous avez plusieurs fournisseurs qui vous permettent d'avoir des analyses sur l'eau. Je crois que l'IFBM en fait. Sinon, vous avez aussi le site Canard Rouge qui vous permet d'avoir ça là-dessus. Donc oui, on avance. Et vous avez donc ces principaux acteurs dans l'eau. On va avoir notamment le calcium qui joue un rôle très important pour vous. Le calcium, c'est le minéral le plus courant qu'on a dans l'eau. Il va vous apporter, toute proportion gardée évidemment, et c'est le cas pour chacun de ces ions,
Il va vous apporter de la clarté, du goût, de la stabilité à la bière et en plus aider à nourrir vos levures. Ce qui est assez intéressant dans le sens où quand vous nourrissez vos levures et qu'elles sont dynamiques, elles vont rester en bonne santé plus longtemps lors de la fermentation. Et on a vu dans d'autres... Pardon, excusez-moi, il faut couper les micros parce que j'ai un retour. Simon, fermez le micro. Martin, fermez le micro. Caroline, Sylvain, Rémi, et je pense et Mathieu aussi. Merci. Le calcium est donc très intéressant parce qu'il va vous permettre de se nourrir les levures et en dry hopping, on a vu lors d'une précédente série de ce webinaire que quand vous êtes en fermentation entre 16 et 20 degrés, que vous cherchez des arômes fruités depuis les houblons, vous voulez avoir encore un peu d'activité des levures pour pouvoir travailler sur les enzymes et casser certaines liaisons des composés houblonnés, certaines composés qu'on appelle liés, où il y a une très faible proportion de ces molécules qui sont dans le houblon que vous allez pouvoir dégager et qui vont dégager notamment des arômes fruités. Donc vous faites ça entre 2 et 5 jours de présence de houblon à ce moment-là. Et si vous avez bien nourri vos levures, notamment grâce au calcium, en toute proportion gardée, ça va vous permettre de gagner en netteté, en clarté, en expression des huiles contenues dans le houblon. Quand je dis toute proportion gardée, la bonne question de JP Motul, on est entre 50 et 200 ppm durant tout le process de brassage, donc de l'empâtage, et y compris également en ébullition. Je ne vais pas nécessairement vous donner trop de conseils pour comment corriger, parce que le premier conseil, c'est d'observer et d'y aller vraiment avec parcimonie. Après, il y a des bonnes pratiques que vous pouvez lire ici et là. On parle parfois pour avoir toujours une teneur en calcium correcte durant le process de brassage, de rajouter 2 tiers à l'empâtage, 1 tiers durant l'ébullition si vous devez corriger quelque chose. Après, le calcium, donc, une fois qu'il vous aura bien protégé, je pense que c'est aussi un de vos avis qui va vous permettre d'avoir une bonne coagulation des protéines et donc de diminuer le trub que vous allez avoir lors du whirlpool. Vous allez avoir une meilleure coagulation de toutes les protéines et donc faire sédimenter toutes les matières solides en bas de cuve plus facilement que si vous étiez un peu short sur le calcium. Le magnésium, c'est vraiment un ajout de calcium sous quelle forme, notamment en poudre. Après, vous avez, ça dépend ce que vous voulez, comment vous voulez agir. Vous allez avoir différents usages en fonction aussi de votre possibilité d'arriver à le mettre selon votre installation, de pouvoir le faire. Il y a différentes formes qu'il y a. Il n'y a pas de forme particulière qui va mieux marcher qu'une autre si vous avez une bonne agitation. Le magnésium qui est très proche du calcium, qui est un petit peu moins efficace que dans le brassage. Je m'appesantis pas trop dessus parce que c'est relativement peu utile pour le houblon, même si on va surtout faire attention aux effets néfastes de trop de magnésium. Trop, c'est pas toujours l'ami du bien. Et donc, on a des saveurs que vous pouvez goûter d'ailleurs quand vous goûtez l'eau.
Je vous fais pas évidemment un cours de sommelier de l'eau, mais si vous goûtez de l'épar, de la Quézac, vous avez c'est des eaux qui sont très chargées en magnésium. Et si votre bière, votre mou est trop chargé en magnésium, on peut se rapprocher de ce type de goût qui n'est pas toujours souhaitable dans l'eau, dans la bière, et qui va vous laisser certains arômes derrière. Et en trop forte concentration, même le magnésium va apporter une acidité, une amertume qui n'est pas voulue dans la bière, qui va vraiment vous casser certains arômes. Et en cela, on pense souvent à l'amertume, à l'astringence pour le houblon, ben, l'eau et sa composition est également à regarder, à appréhender. Vous avez donc les bicarbonates, le CaCO3, qui baissent fortement lors de l'ébullition. Et pourtant, c'est ce qui permet de stabiliser donc, le pH, je l'ai déjà dit, durant tout le brassage. On va également surveiller, ça permet également de compenser, notamment sur les bières, sur la bière porteur qu'on a vu ici. Ça va permettre de compenser une certaine acidité des maltes qui est apportée par des maltes un peu plus complexes. Après, donc, on passe sur les sulfates, qui est toujours à utiliser avec parcimonie, mais les sulfates, ça a une vraie importance sur le houblon pour différentes choses. Ça va apporter une certaine netteté au houblon, un caractère très tranché. Donc, si vous travaillez sur des bières houblonnées, que vous souhaitiez faire une IPA assez ronde ou une IPA très tranchée, très résineuse, avec un caractère clair, eh bien, vous avez la teneur en sulfate de votre mou est importante et de votre bière. S'il n'y en a pas suffisamment, on est sur un caractère assez rond. Si vous en avez beaucoup, vous pouvez extraire du houblon une certaine netteté là-dessus. C'est vraiment plus expressif, ça permet de développer certains arômes qui ne sont pas inintéressants. Cependant, c'est vraiment pour des styles un peu, je vais bien citer les IPA. Souvent, traditionnellement, pardon, pour des bières plus classiques type Pils, on va vouloir y aller mollo avec la teneur en sulfate parce que vous allez utiliser aussi d'autres houblons. Je ne parle pas d'Imperial Pils, hein, je parle de Pils plus traditionnels comme on l'a ici sur les German Pils, même sur les Bohemian Pils. Vous allez utiliser des houblons en général plus nobles, plus doux, et c'est un excès de sulfate va en fait être à contre-usage de ce qu'on veut obtenir avec des houblons nobles, à savoir un côté qui est présent mais qui va être équilibré là-dessus. Donc ça c'est assez important à avoir en tête. Alors j'ai lu, je ne peux pas vous le certifier, mais on conseille souvent d'être en dessous des 100 ppm sur le sulfate. Donc voilà, c'est un aspect assez. Merci de la correction sur ma coquille. C'est une chose à avoir en tête, savoir si on veut muscler l'aspect houblonné, mais le muscler dans le bon sens, c'est aussi une certaine subtilité. Ensuite, évidemment, dans le tableau, vous avez d'ailleurs pas tous les éléments parce que oui, c'est pas toujours présent dans tous les styles, c'est pas toujours déterminant, ça peut changer évidemment. Tout ce qui est dit là, c'est pas parole d'évangile, hein, c'était plus des exemples, c'est plus des façons de faire, des bonnes pratiques, et il y a une vraie interaction entre le houblon et la levure.
Donc, comme je me suis trompé, effectivement, donc Na, on est plus sur un exhausteur de goût qui va apporter du corps dans la bière, un peu plus de douceur dans le malt. C'est plutôt utilisé à cet escient. Euh, et enfin, les chlorides, on est sur un aspect gustatif qui va arrondir les maltes. Et je mets ces deux éléments ici. C'est pas tellement sur le houblon qu'on agit, c'est plus sur l'équilibre général et le profil que vous donnez à votre bière, auquel on va regarder ces deux éléments. Si vous faites une brute IPA, par exemple, on peut vouloir un caractère plus ou moins marqué sur du malt et peut-être travailler les arômes du houblon plus facilement si on si on leur laisse plus de place parmi la sécheresse. Donc c'est des choses voilà, assez intéressantes en tout cas. Je mets le fer et le cuivre aussi, qui n'ont pas trop été évoqués et qui sont en général pas pris en compte. Pourquoi? Parce qu'on le retrouve évidemment dans le houblon, dans certains traitements, euh, plus dans certaines agricultures que d'autres, mais qu'on retrouve dans le réseau, dans vos tuyaux, et vous allez parfois avoir des variétés qui vont avoir plus de teneur en polyphénol, et donc on va y apporter de l'attention par rapport aux troubles. Mais après, vous avez également des métaux qui viennent perturber la clarté, la clarté de votre bière et puis aussi leur durée de vie. Donc, en termes d'arôme. Donc ça, c'est des points qu'il faut pas oublier non plus. Et j'avais un petit jeu là-dessus, mais je ne sais pas si on aura trop le temps vu qu'on a un peu tardé, qui aurait été d'utiliser les données qu'on peut trouver assez facilement. Là, par exemple, c'est le site mondoudebrassage.fr qui met à disposition, qui agrège les données que nous donnent les distributeurs d'eau, qui est pour l'instant en bêta. Et on peut imaginer donc assez facilement avec ce relevé qu'il faut de toute façon croiser chez vous en brasserie, faire vos propres relevés si vous décidez de vous intéresser un peu plus à l'eau. Et puis on peut décider de stratégie par rapport au goût que vous souhaiteriez avoir et tester, de travailler sur ces choses-là. Et effectivement, il y a à chaque fois des tranches dans lesquelles on va travailler sur les ions, plus ou moins. Donc je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir tenu le timing malgré le retard, encore une fois, indépendant de la volonté de Vincent. Et je suis prêt à entendre vos questions, y compris avec notre confrère Yaya. Merci à vous. Vous pouvez donc réactiver les micros et si vous le souhaitez, les caméras. Oui, Pierre Millet. Vous n'avez pas parlé de l'influence des phosphates alors que les phosphates sont ceux qui règlent systématiquement le pH de l'eau à l'empâtage. D'ailleurs, une des techniques d'acidification consiste à rajouter un sulfate ou un carbonate de calcium dans l'eau d'empâtage pour pouvoir avoir une acidification correcte. Et bonjour Pierre et merci de la question. C'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. Non, je ne vais pas parler des phosphates. C'est une question intéressante sur l'acidification. Et Oui. quand tu penses à l'acidification et à son impact sur le processus d'ébullition, tu penses que c'est quelque chose de déterminant? Oui, c'est très déterminant. Les phosphates, c'est peut-être toujours le plus important. Bon, il y a autre chose là. Moi, je pense qu'il y a une technique d'extraction du houblon qui a consisté pendant plusieurs décennies, mais il y a longtemps déjà,
à traiter le houblon dans une chaudière à part, on traitait le houblon dans une chaudière à part, avec du carbonate de soude qui lui donnait un milieu alcalin. On faisait cuire ce houblon dans de l'eau uniquement, et puis une fois qu'il avait été extrait parce que le milieu était alcalin, on le rajoutait en chaudière. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Tout à fait. Ça s'appelait le procédé Gobert. Le Ça s'appelle procédé comment, pardon? Gobert. Ouais. Le procédé Gobert. C'était Ouais. un Allemand qui avait sorti ce procédé, qu'il avait breveté du reste, mais ça donnait. Alors, beaucoup de brasseries dans les années 70 l'ont utilisé pour leur bière en bouteille pasteurisée. Ils se disaient, de toute façon, ce ne sera pas bon, la pasteurisation a tout gâché, donc autant le faire et extraire au maximum. Mais ce procédé-là, bon, donnait des bières, je dirais, assez vulgaires. Il a été abandonné quand est apparue la mouture du houblon. Quand on a pris du houblon, qu'on a fait des moutures de houblon à l'empâtage, ça a été supprimé. Mais ça a duré longtemps, hein, pour les bières en bouteille pasteurisée. Effectivement, c'est un procédé qui existe. Pourquoi? Parce que, comme je le disais un petit peu en introduction, avec le pH, on Oui. a les résines et les huiles, les résines surtout qui sont bien moins extraites à bas pH. Et donc là, ce qui se passe avec ce procédé, c'est d'obtenir un milieu assez alcalin, enfin très alcalin d'ailleurs, jusqu'à autour de 9 là-dessus. Et le fait de l'isoler de la cuve d'empâtage permet on va dire, d'enlever le problème de l'extraction trop importante des tanins. Alors les tanins et les polyphénols, surtout les tanins, c'est surtout contenu dans l'enveloppe du malt. Et dans le côté aleurone, j'ai plus le nom en français, et 80% des tanins qui sont extraits viennent du malt, 20%, faire simple, 20% viennent de la même écorce sur le houblon. Donc du coup, on utilisait ce procédé pour minimiser le coût du houblon en retirant un maximum de résine, en plaçant ces résines dans un milieu alcalin de façon à isomériser très efficacement le houblon. Par contre, j'ai aucune idée du coût d'énergie que ça a et après de la contrainte qu'on a pu s'absoudre maintenant avec les techniques un peu plus récentes. Ouais. Et par rapport, c'est Yaya, Pierre Millet, Bonjour, par Yaya. rapport au phosphate, bonjour. Par rapport Yaya, au phosphate dans la. Excuse-moi, Yaya. Oui, Yaya, Ouais. c'est les maltiers qui vous êtes basé à Issoudun et vous faites partie également du cluster B2B et B2B, ouais. tu as une belle expérience également sur la brasserie. Je t'en prie, Yaya. Merci Philippe, merci Pierre Millet. Juste pour les phosphates, on ne veut pas en avoir dans l'eau. Pourquoi? C'est un indicateur de pollution. Ils sont dans le malt. Ils sont dans le malt, ça c'est bien sûr. Voilà, les phosphates, ce qui vient, ça vient pas de l'eau, c'est ce qui vient du malt. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir le minimum possible. Et des fois, s'il y a des phosphates, c'est un indicateur comme pollution. C'est pour ça qu'on les trouve, on traite des effluents. Et le phosphate, on essaye, même s'il y a un peu dans l'eau, le malt, on essaye d'éviter. Enfin, il faut qu'il y ait le minimum possible parce que les phosphates, comme j'ai dit, voilà, c'est un indicateur de pollution, c'est toxique, c'est pas bon. Même il y a des brasseries qui traitent leur eau, s'il y a un peu de phosphate, ils font de l'osmose inverse ou l'ionisation pour éliminer ces phosphates. Il y a d'autres brasseries qui rajoutent du gypse. Oui, mais ça, c'est. Dans l'eau d'empâtage. Hein. Oui, le gypse, c'est bien parce que c'est le gypse, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça réduit un peu le pH et du coup l'activité enzymatique elle est plus importante, intéressante. Mais ouais, ok. Et comme dit Philippe, par rapport au pH, de plus en plus qu'on a un pH un peu, on essaye par exemple dans les eaux de rinçage de réduire le pH à 5,9 pour éviter d'extraire les tanins parce que les tanins ça va apporter l'astringence et tout.
Mais l'avantage aussi du pH par rapport au houblon, s'il y a un peu plus de pH, on extrait beaucoup plus on extrait beaucoup plus de composés, des composants du houblon. Du coup, c'est pour ça que le rendement est plus important à pH élevé par rapport au houblon. Et en même temps, pendant l'ébullition, si j'ai un pH un peu élevé, je vais faire une cassure protéique moins importante. Du coup, je perds moins de houblon aussi dans la cassure protéique. Je rappelle que. Il y avait une question de Sylvain sur faire ou pas bouillir l'eau avant empâtage. Ouais. Il y a. Ouais, tu voulais en Bah, parler? bah, bah, oh, si tu veux, sinon vas-y, je t'écoute. Non, vas-y. Enfin, vas-y. J'aimerais Du faire coup, une petite chose. l'avantage de bouillir l'eau avant l'empâtage, parce qu'il y a deux types de dureté. Il y a la dureté permanente et il y a la dureté temporaire. L'avantage de bouillir l'eau avant l'empâtage, c'est que je vais enlever de cette dureté temporaire qui reste dans l'eau en général dans la cuve d'eau chaude. Et comme ça, je réduis un peu la dureté de mon eau, parce que cette dureté-là temporaire, même si je commence à faire l'empâtage avec cette eau-là, à certains moments, ça va se condenser pour me donner du calcaire, et ça, c'est pas bon. Et en même temps, l'avantage de bouillir l'eau avant l'empâtage, on va éliminer tout ce qui est, voilà, la javel, le chlore et tout qui est dans l'eau. Et du coup, on va pas avoir des chlorures et tout c'est qui a un faux goût dans la bière. Exactement. Et là-dessus, sur ces composés chlorés et chlorides, c'est des choses qui sont très difficiles d'ailleurs à éliminer. Une fois qu'ils sont présents chez vous, ils vont être plutôt rémanents. Euh, et euh, on pourra d'ailleurs. Enfin, et donc du coup, ça peut faciliter le développement d'autres bactériels et d'aller sur des goûts chlorophénol. Et parfois, si on ne fait pas attention à ça sur son matériel, on peut avoir des bières qui d'un seul coup donnent un goût très médicamenteux, sans même faire de dry hopping, parce qu'on va récupérer ces composés dans la bière et on arrive à des composés médicamenteux. Et là-dessus, on peut dire que c'est le houblon. On va chercher souvent la variété, certaines teneurs sur des analyses, surtout sur la conservation. Euh, Tandis que c'est plutôt lié à l'eau et à un développement ultérieur. Donc, ça serait d'ailleurs intéressant de voir ce que nos amis de chez Diversé ont comme produit pour prévenir, comme conseil pour prévenir ça. Peut-être que vous avez également, vous, des préconisations. Ouais, et ce qu'on utilise pour ça, Philippe aussi, bouillir l'eau, ça permet d'éliminer le chlore. Et en même temps, ce qu'on fait des fois, c'est une filtration au charbon actif. Comme ça, il y a tout le charbon qui va absorber tout le chlore. Ouais. Si vous voulez pas bouillir l'eau, ça coûte cher. S'il y a une eau douce déjà, c'est bien. Mais hop, on fait une filtration au charbon actif. Comme ça, on est sûr qu'il y aura plus de chlore qui reste dans l'eau. Ouais, c'est une filtration qui est dite naturelle. On Hein. va pas tellement dénaturer l'eau et on va enlever des problèmes de chlore. Le problème du chlore, c'est aussi c'est dommage, le brasseur est pas là pour en parler, mais j'ai une brasserie que je connais qui a rencontré certains de ces problèmes. Mais pourquoi? Parce que nos distributeurs d'eau, pour des raisons sanitaires et de sécurité sanitaire, une fois de plus, traitent pas mal au chlore. Et quand on est en tout début de réseau et qu'on est brasseur, ben, ça peut poser certains problèmes. Au même titre que si vous êtes situé juste après une tannerie. Donc, on a ce genre de problème et c'est vrai que les filtres à charbon actif, ça permet de Ouais. contourner le problème. Et comme dit, voilà, il y a une question Diane, mais portez bien le mot à ébullition, ok, ça va enlever le chlore, c'est bien, ça va enlever le calcaire, mais derrière, ce que je veux dire, un faux goût qui sera produit pendant le brassage, il va rester jusqu'au bout, jusqu'au produit fini. Tout à Ok? fait. En même temps, s'il y a beaucoup plus de chlore, de calcium, par exemple, le calcium en partie, c'est un peu ce qu'on a vu avec une brasserie belge aussi. Il y avait beaucoup de calcium dans l'eau. Du coup, le calcium, ça se pose un peu sous forme de calcaire un peu partout dans la tuyauterie. Et c'était une des causes du gauching, ce qu'on appelle giclage de la bière. OK?
En même temps, ce que je veux dire, en même temps, il y a Sylvain qui a, si on met l'eau 48 heures à l'avance, c'est bien, ça permet déjà d'évaporer une partie d'eau libre. Mais si on chauffe, je ne vais pas attendre 48 heures, en 1 heure, c'est fait. Et quand on laisse l'eau 48 heures à température ambiante pour évaporer le chlore, il faut laisser la cuve ouverte. Comme ça va s'évaporer, ok? Oui, le chlore est volatile. Et donc, un excès de calcium peut amener à du gashing. Oui, Oui, parce je qu'il va se... Oui. Vas-y, Pierre. Le chlore, le calcium peut être source du gashing quand il est sous forme d'oxalate. Alors là, le passage du gaz Exactement. à l'acide métallique, là, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais je sais que ça existe dans certaines conditions. Et on Ouais. retrouve donc ces oxalates dans la bière et ils sont autant d'amorces de dégazage qui provoquent le gashing. Exactement. Parce que les oxalates aussi, ça va augmenter ce qu'on appelle la nucléation des molécules CO2. Et du coup, les molécules CO2 veulent vraiment sortir de la bière et du coup, ça provoque des gauchings. Ouais. Mais comme dit Pierre Millet, et en plus, les oxalates, c'est un gauching niveau 2. Ah, on ne voit pas, mais on ouvre, on ne dit il n'y a rien. Hop, après, ça sort, ça s'arrête pas. Ça, c'est. Si c'était un gauching, voilà, s'il y a gauching, si je parle de ça, il y a les oxalates, il y a la contamination, il y a aussi le fusarium. Le fusarium encore, c'est énorme. Et puis, il y a ce qu'on appelle une surcarbonatation avec une bière non filtrée, ça va faire des gauchings. Ouais. Et surtout les surfaces poreuses. Dans Ouais, les verres, exactement. Oui, et c'est ce problème qui ramène au chlorophénol. Ouais. Ouais. Et il y a comment régler les oxalates? Les oxalates, ça vient de l'eau ou ça vient du malt. Et quand ça vient du malt, c'est très compliqué. On peut rien faire. Hein. Même si on lave, on relave, ça va rester. Mais sinon, c'est juste un traitement de l'eau pour soit l'osmose. En général, ce qu'on fait, c'est une eau. Soit on fait une osmose inverse et puis on mélange avec une eau non traitée pour réduire, pour maîtriser la minéralité de l'eau. Sinon, on fait voilà des résines cationiques, anioniques qu'on maîtrise pour avoir une qualité minérale de l'eau souhaitée. Le professeur Machelin précisait qu'il fallait systématiquement mettre du calcium à l'empâtage, sous forme de sulfate, sous forme de carbonate et autres, mais systématiquement, il appelait ça une vaccination entre les oxalates. Ouais. Et en même temps, ce que dit Pierre Millet, je suis complètement d'accord. Le CaCl2 ou le CaCl2, ce qui va permettre aussi, quand on rajoute dans l'eau, ça permet de baisser le pH, pas énormément, ça baisse le pH un petit peu. En même temps, il y a le calcium. Comment? Mais aussi, si, quand même, ça baisse le pH. Hein. Et même si Ouais, on met ouais. de la chaux. Oui, la chose, ça va. Mais, et en même temps, ce que fait le calcium là, les oxalates, en plus de ça, ça va protéger l'alpha-amylase à haute température. L'alpha-amylase est plus résistante quand il y a des calcium. Après, Et ça puis, aide à clarifier. quand tu rajoutes CaCl2, effectivement, tu vas muscler l'aspect houblonné quand vous faites des bières type C'est un exhausteur de goût. On peut y aller là-dessus parce que vous avez ce soutien du houblon vraiment, vraiment très intéressant. Et c'est d'ailleurs ce que vous dites sur le calcium, il ne faut pas hésiter à en ajouter si on a envie, hein, mais on le voit bien là sur l'eau que j'ai ici à Brumat. C'est relativement modeste comparé à nous est donné dans d'autres parties pour brasser ce style de bière. Après, c'est vrai, ce que tu dis, Philippe, après, ça dépend de la bière qu'on veut faire. Si on veut faire une bière un peu avec beaucoup de caractère, beaucoup de corps, on a besoin de beaucoup de calcium. Hein. Oui. Mais il vaut mieux éviter le chlorure de calcium. Hein. Sous forme de chlorure, c'est embêtant parce que les chlorures donnent des bières épaisses, Médicamenteuses, hein. Ouais, c'est vrai. Il vaut mieux éviter. Par contre, est-ce que vous êtes partisan lorsque l'on fait de l'acidification en salle à brasser? Est-ce que vous êtes quel type d'acide est-ce que vous prenez? Parce que moi, j'ai toujours pris des acides organiques, l'acide citrique, ça marche très bien, l'acide sulfurique, ça marche très bien, mais beaucoup ont utilisé, notamment je connais une brasserie qui doit l'utiliser encore, parce qu'elle existe, hein,
qui, pour acidifier, prennent de l'acide phosphorique. Or, les phosphates, en excès, comme le disait Yaya, c'est pas tellement la panacée. Et, Après, il faut faire attention à l'acide. Est-ce qu'il est possible de prendre un acide lactique, par exemple? Oui, on a fait l'acide lactique. L'acide lactique, c'est très bien. L'acide organique, ça marche. Il n'y a pas de problème. Ouais. Après l'acide sulfurique, il faut... Posez la question. Il y a les deux. On utilise, moi, par rapport à ce qu'on a utilisé, j'étais sur l'acide phosphorique, H3PO4. Pourquoi? Parce que le phosphore, ça aide, comme on a dit, mais il faut faire attention. Hein. Oui, il faut faire attention. Ce qu'il fait, il aide énormément au niveau de la clarification du mou. Il y a le phosphore, voilà, il a 5 liaisons. Et du coup, avec les 5 liaisons, il y a toute la partie protéique, ça aide. Après, l'acide sulfurique, H2SO4, là, ça ramène du soufre et c'est pas bon. L'H2SO4, ça ramène des goûts soufrés. Et dans la bière, il ne faut pas dépasser 10 ppm de SO2. Du coup, il faut faire attention aussi. Mais en général, moi, je préfère, personnellement, un mélange des deux. Mais l'acide phosphorique, comme vous dites, les acides organiques, c'est l'idéal. Oui, et essayez de prendre toujours, ce qu'on dit, essayez de prendre toujours les acides alimentaires. Il ne faut pas rajouter des acides chimiques directement, c'est alimentaire. On n'a pas le droit de rajouter un acide qui n'est pas alimentaire. Hein. Oui, mais souviens-toi que quand même, les bières de Burton, qui à mon avis sont les meilleures bières qui existent actuellement au monde avec les pils, la burtonisation, c'est quand même une quantité de sulfate importante dedans. De phosphate? Oui, la bière de Burton, c'est une bière qui est brassée avec une eau à plus de 81. Hein. Donc et pourtant, j'estime qu'avec la pile, c'est les meilleures bières qu'il faut. Ah oui, quand elle est bien faite, hein, c'est la plus compliquée à faire. Hein. Est-ce qu'il y a des trucs... Enfin, vas-y, Philippe. On a une question alors évidemment, modifier l'acidité, on peut le faire avec les maltes, mais ça, je pense que Yaya, tu nous en parleras peut-être dans une autre édition. Après, je peux en parler rapidement. Hein. Je t'en prie, vas-y. Voilà, on peut mélanger les maltes acides. On peut utiliser les maltes acides qui sont produits par une fermentation au niveau du brassage. Hein. Mais il faut faire attention. On dit voilà, 1% à 2%, ça réduit le pH. Si je veux passer de 5,4 à 5,2, il faut utiliser, on va dire, 1 ou 2% maximum. Celui-ci, ça dépend de la concentration. Mais c'est bien d'utiliser les maltes acides. D'une part, ça va vous apporter, c'est la loi de pureté allemande. Les Allemands, c'est ce qu'ils utilisent, ils n'utilisent pas d'acide. Hein. C'est du malt acide. L'avantage, ça coûte un peu cher, et en plus, ça va vous apporter de l'extrait. Mais c'est très difficile de maîtriser le pH avec ça. Hein. Oui, tu parles de la Reinheitsgebot allemande qui est, merci de l'accent. En effet, les Allemands n'ont pas le droit de modifier l'eau avec d'autres ajouts. Ils ont le droit d'enlever des minéraux, mais ils n'ont pas le droit de faire d'ajouts. Donc, ils jouent avec le malt. Et c'est ce que tu as entendu. Exactement. Non, mais les Allemands, pour corriger le pH, c'est de prendre la mèche, la laisser spontanément acidifier, et ensuite se servir de cette fermentation lactique pour corriger leur pH. C'est ce qu'ils font couramment. Hein. Oui. Après, ce qu'on dit pour les maltes acides, 1% de malt acide, ça réduit de 0,1 le pH. OK? Mais on peut l'utiliser jusqu'à 10%. Après, non, parce qu'après le problème de pH, il faut soit rajouter un petit peu pour que ça descende. Mais en général, ce qu'on dit pour les maltes acides, 1% de malt acide dans le produit, ça réduit de 0,1 le pH. OK? OK. Quelle technique simple de modification de l'eau pour éviter le gauching? Ouais, la technique simple pour le gauching, c'est ce qu'on a dit. Soit il y a une contamination, soit ça vient du malt. Il y a deux choses. Ça vient du malt, c'est tout ce qui est oxalate qui peut venir du malt et de l'eau. Le fusarium qui peut venir du malt ou de l'eau. L'eau, si on veut la traiter, c'est vraiment de réduire un peu, comme on a dit, l'oxalate
1% réduit de pH. Est-ce toujours vrai dans le cas d'eau forte? Ah, ça c'est très bien. Parce que c'est vrai, on parle du pH acide. Ah ouais, ouais. Je n'en sais rien. C'est vrai de plus en plus que l'alcalinité, que le calcium et tout est important. Oui, de plus en plus. On rajoute 1 pour un pH, ça réduit de 0,1. Mais quand on a du CaCO3 qui est élevé, ça ne sera pas pareil. On va dire, voilà, 1% pour 0,1, mais dans les conditions standards. OK? OK. C'est quoi les conditions standards? C'est une alcalinité toujours compris dans ton MASH à 5,1, 5,5? Le pH pendant la maïche, quand on fait l'empâtage, l'idéal, c'est 5,4. Pourquoi 5,4 de pH? Le 5,4, ça permet une très bonne activité de bêta-amylase et d'alpha-amylase. Et même si je descends un peu, les bêta-glucanases, ça travaille à 5,4. C'est pour ça qu'on demande 5,4 à l'empâtage. Quand on fait avant l'ébullition, ce qu'on fait, on essaye de descendre à 5,2 pour un peu s'approcher des pHI des protéines, pour augmenter la cassure protéique, réduire le maximum possible les protéines pendant l'ébullition et faire la cassure protéique, ce qui veut dire avoir un moût très clair. Il y a Florian qui nous pose la question. On n'a pas parlé de l'EC. Et je ne sais pas ce que c'est que l'EC, Florian. Le C. EC. EC. Je ne sais pas. Pourriez-vous donner une estimation au-delà de 300 ppm où on ne peut se fier qu'à l'expérience, à l'alcalinité? Ça, j'ai pas compris. Pourriez-vous donner une estimation au-delà de 300 ppm? Je pense que c'est quand tu as une eau très chargée en carbonate, comment tu peux avec du malt acidifier ton mou. Ça, c'est un tableau qu'on peut partager. Concentration du carbonate avec en fonction du pH. Physical. Je t'enverrai après, Philippe. Je t'enverrai un tableau que tu peux partager avec tout le monde aussi. OK? Ok. Parce que là, j'ai un document en même temps, j'essaie de le regarder. Je l'ai vu la dernière fois, comme ça je partage, OK? Ok. L'osmose, quand on fait l'osmose, ça donne une eau osmosée. Du coup, il n'y a pas de minéraux. Et c'est pour ça, il y a le CaCO3, il y a tous les minéraux qui partent. Hein. Par rapport en cas d'eau chargée en CaCl2, quelle baisse par pourcent de malt? Oui, ça, on a dit, on va le voir. Je vais vous envoyer le document. Réduire les oxalates dans l'eau sans osmoseur. Ah. Du coup, ce qui reste, c'est le chauffage de l'eau. Il faut chauffer l'eau, comme ça on réduit une bonne partie. C'est l'eau chaude, hein, si on veut. À part l'osmose, à part, il y a quelque chose. À part l'osmose et puis à part le traitement résine anionique cationique, il faut chauffer l'eau. Hein. Non, il y a le calcium. Quand on rajoute du calcium à l'empâtage, Ça va se précipiter. il y a formation d'oxalate de calcium, et ces oxalates, en principe, sont retenus pendant la filtration de la mèche. C'est ce que disait le professeur belge. Il disait, vous mettez du calcium, vous allez précipiter les oxalates à l'empâtage, et vous les retiendrez dans la drèche. Dans la cuve filtre. Oui. Oui, en dosant plus les oxalates, oui, le calcium, il va se mettre avec les oxalates pour donner, précipiter sous forme de calcaire. Ouais. Ça va être OK, oui. OK. Sur l'électroconductivité, ouais. Pour le C, on n'a pas parlé de l'électroconductivité et je t'avoue que je ne me sens pas d'en parler. La conductivité? Ouais. Oui.
Ouais, c'est vrai, on n'a pas parlé de la conductivité, mais Bon, pour un prochain épisode. Désolé, Florian. ouais, hop là. Eh ben, pour en revenir au blanc, quelle est la meilleure technique d'extraction des saveurs en dry hopping, hop gun ou ajout des houblons directement dans la cuve de fermentation? Je vous propose de regarder le webinaire qui est sur la chaîne YouTube de B2Beer pour voir les principes de dry hopping. Et si jamais Simon, n'hésite pas à m'envoyer un message ou à m'appeler. Mon numéro, il est dans je le mets dans le chat. Et pour les calculs de mon autre brassage, je pense qu'il faut poser directement la question à ceux qui tiennent le site. Ils sont plutôt réactifs, donc aucun problème, même sur Facebook. J'espère qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Vous avez encore quelques instants pour nous les poser, en tout cas. Le ratio, regardez, je ne sais plus, de mémoire, on est sur un ratio 5:1, 400 ppm. Vous n'avez pas parlé du ratio sulfate-chlorure. Ouais. Ouais. C'est pas, c'est un outil effectivement qui est là pour t'aider. C'est pas toujours juste. Ça dépend de plein d'autres aspects. Mais ouais, on est sur du 5.1 ou dans ces eaux-là. En cas de filtration par charbon actif, quels minéraux impactés? Comment savoir ce qu'il nous reste? Est-ce uniquement pour baisser la teneur en chlore? C'est le charbon actif, c'est 100% juste pour le chlore, hein. Les autres minéraux, on ne les touche pas. Et les odeurs, il n'y a pas Non, d'odeur. en général, ce qu'on fait pour le charbon actif, je mets un charbon actif, comme ça j'élimine le chlore, les minéraux, je ne touche pas. Je peux utiliser directement parce que c'est le charbon actif, c'est bon, ça ne cause pas beaucoup de problèmes dans la brasserie, mais ceux qui font des bières filtrées, claires et tout, même des fois avant le charbon actif, on fait un filtre de sécurité qui est à 0,2, 0,4 microns maximum, qui permet de retenir le charbon s'il passe à travers. Bouillir l'eau permet-il d'avoir une eau douce quand on en a besoin? Je dirais que ça modifie pas nécessairement la teneur en calcium, en magnésium, non? L'eau, oui, bouillir l'eau, c'est ce qu'on dit, voilà, ça va adoucir l'eau parce que ça va enlever toute la dureté temporaire. Et après, pour dire de 10%, de 15% maximum, hein. Gips peut nous apporter. Ça, c'est Pierre Millet qui va répondre. Le gypse peut nous apporter le Ca et le SO4 en même temps. CaSO4 dans un milieu, est-ce qu'il se transforme en Ca et SO4? Oui. Les carbonates le bicarbonate qui se transforme en carbonate qui précipite et qui fait qu'on a une dureté qui est correcte après. Oui, mais c'est tout, ça s'arrête là. D'ailleurs, est-ce que travailler systématiquement avec une eau douce,
et éviter les bicarbonates. C'est une hérésie, hein, a priori. La bière de Dortmund est faite avec une eau très bicarbonatée. Les bières de Dortmund, type Dortmund, sont des bières très, très bicarbonatées. Hein. Par rapport à la Pils, qui est une bière beaucoup plus dure, et par rapport à la bière de Burton, qui est encore une bière plus dure aussi. Mais les bières de Dortmund, plus colorées, plus. Faut aimer. Hein. Moi, j'aime pas les bières de Dortmund. Hein, enfin, les Allemands les aiment. Hein. Ouais. Mais le type de bière, souvent, il va contre les principes qu'on a admis sur la qualité. Hein. C'est comme ça. Moi, il ne me viendrait pas l'idée de faire une bière en rajoutant des bicarbonates. C'est fait. J'espère que ça a répondu à votre question, Nicolas. On a une autre question. Est-ce que le goût résineux du houblon vient d'une autre eau alcaline? Une autre eau alcaline, la perception de la résine, du coup, je ne suis pas certain. C'est assez personnel, j'ai l'impression. Ce qui est certain, c'est que l'eau alcaline que tu vas avoir va te rendre un côté, on va dire, plutôt herbacé, très âpre du houblon. Et pas nécessairement sur des arômes résineux, type pain. Il ne faut pas oublier aussi que le houblon a une fonction acide. Et une technique de fabrication dans le temps où ça coûtait pas cher consistait à houblonner 4 fois le volume en houblon d'un brassin et de bouillir pendant 3, 4 ou 5 heures pour permettre aux acides alpha de pouvoir acidifier l'ensemble. Cette technique a existé. Le doyen Hurion disait que c'était une véritable hérésie, ce que je reconnais volontiers. C'était un pur gaspillage quand même, enfin. Mettre jusqu'à 4 fois le volume de houblon dans la bière pour bouillir 4 à 5 heures et le transformer en acide, oui, il faut le faire. Ou être riche. Mais ça, c'est fait. Hein. Ok. Ben, en tout cas, merci à tous. Je pense qu'on va s'arrêter à présent ici. Merci pour votre temps, pour cette heure qu'on a passée ensemble, cette heure effective. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à m'envoyer un email pour toutes vos questions. On se fera un grand plaisir de répondre avec Yaya et Pierre qui m'ont donné un sacré coup de main sur le webinaire. Et puis, j'espère que ça nous donnera des idées pour vous apporter plus de contenu, plus d'infos pour les fois prochaines. En tout cas, c'est super sympa donc à Yaya, à Pierre, à Brasseurs de France d'avoir bien relayé pour qu'on soit aussi nombreux. Et merci évidemment à chacun d'avoir pris le temps d'être là. Ça me fait personnellement beaucoup plaisir parce que je vois qu'il y a toujours de l'intérêt pour améliorer les bières françaises. Et souvent, l'eau, c'est la différence entre une bonne bière et une grande bière, c'est peut-être juste avec avec un intérêt profond pour chacune des matières premières que vous mettez et l'eau en fait partie. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et vraiment on a à cœur de pouvoir vous aider là-dessus. À très bientôt et merci à tous. Merci. Salut. Salut. Salut.